Donc de retour sur la libre antenne in extremis, j'ai envie de dire, hein, puisque j'avais prévu de faire un petit débunkage. Je vais répondre un peu aux questions avant de commencer ce petit débunkage, puisqu'il y avait, j'ai vu qu'il y avait quand même des questions. Voilà, on me dit, bon bah il a donné quoi ce procès, j'ai déjà largement expliqué, on peut inviter le gendarme, je crois pas qu'il viendrait. Voilà, est-ce qu'on invitera Monsieur Grimaud? Mais c'est prévu, il doit revenir là, ce mois-ci en plus. Donc vous voyez, vous savez, tous être contents, tous ceux, et puis tous ces détracteurs aussi, parce qu'il y en a beaucoup à chaque fois, ouais, Grimaud, machin, etc. Ben, en tout cas, il reviendra, Grimaud, nous, on aime bien. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui aiment bien. Voilà, c'est comme Murray Stenas. Qu'est-ce que vous me dites encore? Est-ce qu'il y avait des médias ou des personnes de la LICRA? Oui. De la LICRA, oui. Des médias, non. Voilà. Concernant les propos de De Villiers, ne penses-tu pas qu'ils disent tout ça pour faire parler de lui? Bah, j'ai répondu tout à l'heure. Voilà. Non, je ne pense pas vraiment. Et qu'est-ce que vous me dites? Inviter De Villiers, est-ce que c'est possible? Bah, on est sur le coup. Voilà. Mon cher Cam, on est sur le coup. Nous, on espère en tout cas qu'on réussira à la voir. En tout cas, en attendant, on va faire un petit débunkage vidéo. Alors, j'ai choisi évidemment une vidéo sur sujet, thème d'actualité ô combien brûlant. Les migrants, ça va plaire à pas mal de gens, j'imagine. Hein, les migrants, vous savez, donc la grande crise migratoire qui secoue l'Europe, avec ces gens qui déboulent de partout et dont on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, puisqu'ils nous sont présentés comme étant Syriens. Hein, ça, c'est la nouveauté, ce seraient tous des Syriens. Seulement, à la vue, effectivement, de tous les gens présents, on peut se douter qu'il n'y a pas que des Syriens. Ah oui, un avis sur la situation au Congo, en Afrique, je développerai ça dans une autre libre antenne, mais oui, bien sûr, c'est un sujet qui nous intéresse et qu'on suit de très près, puisqu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Au Congo, c'est le chaos, si j'ose dire. Et ben oui, ça, c'est quelque chose qu'on retraitera, évidemment, dans les prochains jours. Voilà, un petit commentaire sur Air Cocaïne, c'est ce que j'en pense. C'est un peu bizarre quand même que les mecs aient réussi à s'enfuir, si j'ose dire, sans que on nous explique que tout ça, en plus, c'est... voilà, qu'ils se sont enfuis par leurs propres moyens. Alors... Ah oui, il faut mettre... C'est un peu bizarre, voilà. C'est le naufrage de trop. Voilà, il va falloir remettre ça au début. Pourquoi ça se remet pas au début? Ça, c'est la grande question. Ouais, c'est chiant quand c'est pas le truc. Hop, il va falloir actualiser peut-être et repartir à zéro. Eh oui, parce que ce n'est pas le lecteur habituel, comme d'hab, en général. Voilà. Donc, je vous ai choisi un petit reportage bien concocté, bien comme on aime. Alors, c'est pas de chez nous, pour une fois. Enfin, vous voyez, c'est bien aussi, c'est de nos amis suisses. Alors, en plus, vous êtes nombreux. Il y a pas mal de Suisses, il me semble, qui nous regardent aussi. On le voit dans les stats, c'est Google, les mecs, vous êtes espionnés, on sait d'où vous venez. Et donc, il y a pas mal de Suisses, puisque vous êtes le 3e pays derrière la Belgique, nos amis belges, qui sont les plus nombreux, à nous regarder. Donc, vous voyez, chez nos amis suisses, qui sont pourtant pas dans l'Union européenne, à ce que je sache, il y a de la propagande aussi, ils n'échappent pas à cette perpétuelle propagande. Et donc, je vous ai concocté un petit reportage aussi sur les migrants, donc de la radio-télévision suisse RTS. Voilà, comment ça se passe du côté des Alpes. Vous allez voir comment on pense, et ce qu'on pense des migrants. Vous vous êtes sûrement demandé pourquoi nous en sommes arrivés à un tel chaos. Pourquoi ces dizaines de milliers de malheureux repoussés devant des barbelés à coups de matraque et de gaz lacrymogène. Pourquoi une telle... vous voyez, ça commence bien. Déjà, ces dizaines de malheureux repoussés à coups de matraque et de gaz lacrymogène, évidemment, ça pose déjà un peu l'ambiance de la chose. On nage déjà en pleine doxa, dès le début du reportage. C'est les premières secondes, et puis voilà, vous êtes déjà avec des pauvres malheureux d'un côté et des méchants, évidemment, qui taperaient ces malheureux de l'autre. Absence de préparation alors que cela fait près de 4 ans que les migrants meurent en mer en tentant de rejoindre l'Europe. Ah oui, ça fait effectivement 4 ans qu'il y a des grands problèmes de migration. Disons-le bien. Depuis que on a atomisé la Libye, qui était quand même l'État qui faisait tampon
pour éviter ce chaos que nous connaissons à l'heure actuelle. Vous allez voir comment en plus tout cela est traité, avec la plus grande désinvolture, par ce reportage suisse. C'est pour répondre à ces questions cruciales que Sabine Kennel et Laurent Nègre ont reconstitué l'historique de cette crise. Vous comprendrez mieux pourquoi l'Union européenne a mis tant de temps à accorder ces violons et pourquoi aussi des pays comme la Hongrie ou la Pologne ont mis tant de résistance à ouvrir leurs frontières. Ouais, bah oui, ça on va le comprendre effectivement, comment l'idéologie dominante veut nous imposer donc cette invasion, parce que on peut parler d'invasion, comme nous disait ici Adrien Abosi, parler de clandestin, oui, parce que c'est le nouveau terme, migrant, vous savez, c'est comme les terroristes modérés, c'est comme, voilà, c'est toujours comme ça, des mots de novlangue qui apparaissent, en fonction des besoins idéologiques. Avec les guerres civiles qui font rage en Syrie, en Irak, mais aussi en Libye. Ah, d'accord. Donc il y aurait des guerres civiles en Irak, en Syrie et en Libye. Alors déjà, c'est très intéressant parce que du côté de la Libye, on parle de guerre civile. On sait très bien que cette guerre a été provoquée par une intervention de l'OTAN. L'Irak, que je sache, qui a été plongé dans le chaos suite à l'intervention américaine, suite aussi, enfin, de la double intervention, parce qu'il y a eu la première intervention en 1991 avec ce qu'on appelait la guerre du Golfe, et puis ensuite, il s'en est suivi plus de 10 ans de bombardements et d'embargo, dans lequel, vous savez, il y avait un embargo sur les médicaments, embargo sur absolument toutes les matières, puis il y a eu ce fameux marché pétrole contre nourriture, par lequel des gens se sont enrichis comme pas permis, puisque c'était un programme de l'ONU complètement opaque, dans lequel l'Irak devait livrer son pétrole contre des boîtes de haricots, si j'ose dire. Donc voilà la réalité de ce que nous ont présenté, un peu comme ça sommairement, donc, des guerres civiles. On appellerait ça des guerres civiles. Alors qu'on sait très bien que ces guerres civiles sont fomentées, alimentées, financées par des pays extérieurs pour faire tomber les régimes qui les dérangent. Juste de l'autre côté de la Méditerranée, avec la Palestine qui s'embrase, la Turquie au bord du gouffre, l'Europe, notre continent, est mise à rude épreuve. Alors voici un arrêt sur image sur une actualité si proche de nous et qui va à une vitesse effrayante. Une injustice de trop, un mort de trop, et c'est toute l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient qui s'embrasent. Ouais, alors ça, un peu résumé sommairement quand même la situation, un mort de trop, et c'est tout le Moyen-Orient qui s'embrase. Et je vous dis, on fait fi absolument des interventions de l'OTAN, on fait fi de de nos ingérences sans cesse dans le cours de ces pays, parce que ce sont des dirigeants qui nous dérangent. Kadhafi, Saddam Hussein, Bachar el-Assad, voilà des dirigeants qui nous dérangent. C'est comme ici, il y en a qui prétendent tout le temps, oui, que nous on défendrait Bachar el-Assad ou machin. Non, nous ce qu'on défend c'est le droit international. Ce qu'on défend c'est l'autodétermination des peuples à se diriger eux-mêmes sans qu'il y ait des puissances occidentales qui viennent à chaque fois systématiquement essayer de s'ingérer dans ces affaires de ces pays pour en plus renverser des États, les détruire totalement, parce que qu'on vienne pas me faire l'apologie de ce qu'est le résultat de la Libye ou de l'Irak. Après avoir complètement atomisé ces États, et ceux qui sont là, oh ben oui, mais les pro-Assad, machin. Mais qu'est-ce que vous souhaitez pour la Syrie? Vous souhaitez quoi? Qu'il se passe exactement ce qui s'est passé pour l'Irak ou pour la Libye? Le chaos total, avec des bandes de terroristes, de Daesh, parce qu'il y en a encore même aussi pour les défendre, qui vont vous expliquer, tout ça est très bien. Des gens qui égorgent, etc., qui se comportent, mais de la pire façon. Et bien sûr, tout cela est parfait. Il y en a même pour soutenir ça. D'ailleurs, moi, je les invite à quitter la France, s'ils sont pas contents, d'ailleurs. Je le dis clair et net. Tunisie, Égypte, Libye, Syrie, les dictatures tombent, les unes après les autres. Alors ça, c'est marrant, on met tout dans le même paquet, comme si évidemment tous ces pays étaient des dictatures, qui est tout du même ressort, Égypte, Syrie, etc. On fait pas le lien entre des situations qui sont absolument différentes dans chaque pays. Déjà, ce sera donc ces pays seraient juste un bloc monolithe qui serait à peu près le même du Maroc jusqu'à l'Iran. Ça, c'est exactement ce qu'on veut nous faire croire.
hein, parce que je suis désolé de dire que l'Égypte c'est la même chose que la Tunisie, qui est la même chose que la Libye. On a bien vu que c'est des situations différentes. Et puis en plus, l'hypocrisie, hein, vous savez, toujours cette hypocrisie occidentale, hein, de gens qui ont soutenu ces régimes. Hein, je veux dire, Hosni Moubarak, il était soutenu par l'Occident. Faut pas nous raconter de salade. Je veux dire, Ben Ali, il était soutenu par l'Occident, hein, jusqu'au dernier moment, puisqu'il y avait même Ali Omari, hein, notre feu ministre de l'Intérieur, qui voulait lui envoyer des bombes lacrymogènes, des armes, etc., hein, et qui, accessoirement, voyageait dans ses avions quand elle se rendait en Tunisie. Donc, et c'est ces gens-là, en plus, ça on l'oublie, par contre, non, évidemment, ça ne compte pas dans le raisonnement. Dans la foulée du printemps arabe en 2011, les Syriens se soulèvent. Bachar el-Assad refuse de démissionner. Commence alors une guerre civile impitoyable. Voilà, ça aussi c'est, je trouve, un résumé absolument complètement arbitraire de la situation en Syrie, de comment les choses sont déclenchées. Bien sûr qu'il y a eu des manifestations, on le sait, en Syrie, manifestations dans lesquelles, justement, il y avait des éléments qui tiraient à la fois sur les policiers et à la fois sur les manifestants pour monter les uns contre les autres. On sait, c'est toujours la même technique qui est utilisée avec des snipers, etc. Et voilà comment on a monté les choses en Syrie. Hein, après nous dire, oui, c'est la guerre civile, etc. Mais qui a payé ces jeeps, là? Vous voyez bien, c'est Toyota avec des armes lourdes dessus. D'où elles viennent, hein, puisqu'on a même posé la question à Toyota, ils ont dit, bah, nous on sait pas trop, mais... Bizarrement, on a vu qu'il y avait des grosses commandes vers l'Australie, vers machin, voilà. Hein, mais Toyota était incapable de répondre. Le nombre de migrants explose. L'Europe semble bien incapable de gérer ce flux qui arrive par la mer, par la terre et débarque sur les plages des vacances. Endiguer ce flot, l'Union européenne n'y arrive pas. Ouais, bah, quelle hypocrisie, évidemment, après avoir détruit les pays tels qu'on les a atomisés, parce que là on parle d'atomiser les pays, la Libye c'était plus de 25 000 raids sur un tout petit pays de 4 millions d'habitants, voilà, après on nous dit, puis la Libye c'était un pays aussi, alors ça ils vont aimer vous le dire, ah oui, Kadhafi jouait les matons pour l'Europe, ben non, mais c'était une stabilité aussi dans la région. Kadhafi il accueillait énormément d'Africains, énormément d'étrangers qui venaient travailler en Libye et qui étaient très bien traités. On est en plein cœur de l'été. Les 28 pays membres tergiversent, hésitent, tiraillés entre solidarité européenne et souveraineté nationale. Ouais, souveraineté nationale, ce qu'il en reste, puisque la Commission européenne, vous savez, avait pris la décision de dire on va répartir ces flux migratoires entre les 28 États, sans qu'on leur demandât est-ce qu'ils fussent d'accord ou pas. C'est quand même la question essentielle. L'Europe dans laquelle je veux vivre s'illustre par la solidarité de ses membres. L'Europe dans laquelle je ne veux pas vivre, c'est une Europe qui refuse son aide à ceux qui en ont besoin. Voilà, ça c'est l'idéologie dominante, toujours, parce que c'est la même doxa aussi que vous entendez en France, de cette bien-pensance qui vous dit, ah bah, moi je veux vivre dans une machin, et monsieur Juncker, lui, il vit certainement au Luxembourg, vous savez, un des États les plus riches du monde, dans certainement un grand pavillon bien à l'abri, là où on ne verra jamais la tête d'un migrant passer. Et puis s'il y en avait un, je vous dis, il se fait arrêter tout de suite. Donc c'est bien beau, tous ces gens qui sont toujours pleins de charité, pleins de belles intentions, mais qui, c'est un peu comme en France, des Yamouaks, tout ça, des Léa Salamé qui vous font la morale dans leur tribunal télévisuel, et puis quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont bien à l'abri, bien au chaud, et puis eux, ils ne verront jamais la tête d'un migrant dépasser en bas de chez eux. L'Union européenne est désunie, c'est évident. C'est la crise la plus grande dans le domaine asile, migration depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au point actuel, c'est la paralysie totale. Et les États se retrouvent complètement débordés parce qu'ils n'arrivent pas à gérer 6 000 personnes par jour. Dire simplement on aurait pu prévoir, je pense que c'est exagéré. Mais on aurait pu mieux se préparer, ça certainement. Ah ouais, bah bon. Ça, les mecs, on aurait pu prévoir, on aurait pu mieux se préparer. Vous voyez, tout ça, c'est de la belle incantation. Ils sont bien gentils, tous ces gens qui nous font toujours des belles incantations. On aurait pu prévoir, se préparer, etc. Mais on aurait pu se préparer, on aurait déjà dû commencer par peut-être ne pas les atomiser. Faudrait quand même commencer par le début. Parce que cette question-là n'est jamais évoquée. Alors qu'à un moment donné, il faut reprendre, comme on dit, il faut aller aux racines du mal. Il
Faut pas arrêter de se leurrer. Les racines du mal, c'est d'avoir atomisé des pays. Donc, qui a atomisé les pays? Pour quelle raison? C'est ça la question qu'il faut se poser, parce que c'est bien beau de jouer les grands samaritains après avoir tout détruit, et puis de nous dire, ah bah maintenant, oui, moi je rêve d'une Europe où il faut accueillir les migrants. Ah bah moi je rêve d'une Europe qui n'aille pas envahir et bombarder les autres peuples. Moi je rêve d'une Europe qui reste à sa place, et qui n'aille pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États. Voilà, ce serait ça ce serait un discours un petit peu plus audible. L'image de ce petit garçon était particulièrement déchirante. On a tous été touchés. Ah ben voilà. La dictature de l'émotion. Vous savez, la fameuse dictature, ce dont on parlait tout à l'heure quand on disait ouvrez votre cœur, etc. Bien sûr, qui a envie de voir un petit garçon mort sur une plage? Personne. Mais qui a envie qu'on utilise cette image pour vous faire pleurer, pour vous faire du chantage, pour vous dire mais regardez ce petit garçon. Si vous n'acceptez pas le million de migrants qui est là, c'est que vous êtes un salaud, vous êtes une ordure, puisqu'il y a un petit garçon qui est mort. En plus, on apprend que c'est le fils d'un passeur. Quand même, pour le moins, on reste interrogatif sur le sens de cette image. Mais vous voyez, toute cette dictature de l'émotion, elle est là. C'est ça, c'est-à-dire, en vous montrant cette image, vous êtes déjà dans le chantage affectif de vous dire, si vous ne souscrivez pas à cette émotion et que vous n'acceptez pas les migrants, vous êtes une ordure, vous êtes un salaud. Ça, c'est encore une fois pour vous faire culpabiliser. Voilà encore tout le sens de l'idéologie dominante sur ce sujet. Et ça suscitait une grande émotion, et c'est tant mieux. Ah, voilà. Évidemment, cette dame se réjouit, puisque le but politique recherché d'avoir médiatisé cette image, on l'a bien compris, c'est de nous faire pleurer, de nous faire accepter le flux des migrants. C'est toujours pareil, toujours pareil. Ils ont trouvé l'image, évidemment, la plus parfaite, un petit garçon mort sur une plage, et tout le monde pleure dans les chaumières immédiatement. Moi-même, je vais me faire traiter de salaud, il pleure pas et tout. Non, c'est pas que je pleure pas, je ne me réjouis pas de la mort de cet enfant, bien évidemment. Personne pourrait s'en réjouir. Mais l'instrumentalisation qu'en est faite, est-ce qu'elle n'est pas encore plus dégueulasse? Est-ce que c'est pas ça le plus grand disrespect qu'on puisse faire à la mort de cet enfant? De s'en servir pour mener des intérêts politiques, pour mener des objectifs. Parce que c'est ça. Alors elle s'en réjouit, évidemment, elle s'en réjouit. On pleure dans les chaumières, allez-y, pleurez, pleurez, pauvre peuple. De toute façon, si vous ne pleurez pas, vous êtes un salaud. Parce que c'est ça le chantage qui est fait. Mais pourquoi à ce moment-là, cette image-là, il y a eu cette réaction à cette image, alors que c'était pas les premiers enfants qu'on trouvait morts sur la plage, il y en avait eu d'autres. Je sais pas. Je sais pas pourquoi celle-là a créé plus d'émotions que les autres, et est-ce qu'on va soutenir? Et c'est ça qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'encore une fois, cette émotion qu'on a ressentie va durer qu'un temps. C'est surtout parce qu'ils en avaient besoin. Là, cette dame, elle se masque les yeux. Parce que cette photo a fait largement la une de la presse. Évidemment qu'il y avait d'autres enfants qui étaient morts, ça c'est le bon sens, puisque des enfants morts sur les plages qui tentent de traverser, il y en a eu énormément. Même qu'ils aillent filmer du côté de Gibraltar, je vous dis, les gens essaient de traverser à la nage. Nos amis marocains connaissent très bien ça. Donc forcément, des enfants morts, il y en a eu beaucoup. Mais là, ça a été mis en scène pour, vous faire pleurer. Ça fait la une des médias, ça fait la une de toute la presse. Et à ce moment-là, il y a bien un but recherché qui est de faire un chantage affectif au reste de la population pour qu'elle accepte ce flux migratoire en se taisant, parce que si vous ne taisez pas et que vous vous levez contre, vous êtes un salaud. Christiane Berthiaume a été la voix des organisations humanitaires de l'ONU pendant 20 ans. Elle a vécu des exodes autrement plus impressionnants. Ex-Yougoslavie, Rwanda. Et cette crise migratoire-là, d'où vient-elle? Ça avait commencé au moment du printemps arabe. Là, les bateaux ont commencé à arriver de plus en plus sur Lampedusa. Et puis petit à petit, ça a augmenté.
vraiment, à partir de 2013, là, vraiment, on a été sur une courbe ascendante et on l'est encore aujourd'hui. Alors, cette dame, elle oublie de préciser, à partir de 2013, c'est déjà la chute de la Libye, et donc de Kadhafi et de l'État libyen, qui, lui, protégeait les côtes et empêchait justement qu'il y ait ce déferlement sur les côtes européennes. Et il y a une petite île, hein, oui, évidemment, on va le voir, c'est par là, c'est l'île de Lampedusa, qui est comme une espèce d'avant-poste, évidemment, de l'Union européenne, c'est une île italienne, sur laquelle il y avait déjà eu des grands problèmes. Dès le début, on a été alerté que les gens rejoignaient, depuis la Libye, depuis la Tunisie, cette île pour, évidemment, trouver asile en Europe. Donc l'Italie avait demandé de l'aide à l'Union européenne depuis très très longtemps, mais comme elle le dit, depuis 2013, tout ça n'est pas un hasard. On parle de printemps arabe, oui. Hein, d'ailleurs, c'est marrant, tout à l'heure, je disais quelqu'un qui me disait, oula, printemps arabe, mon Dieu, qu'y sera-t-il de l'hiver arabe? Effectivement, on pourrait se demander. Mais il n'y a pas de hasard. C'est à partir du moment où il y a eu la destruction de ces États que forcément, il y a eu ce flux migratoire qui est devenu incontrôlable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Kadhafi mort, le verrou libyen saute. Plus personne pour jouer les cerbères de l'Europe. Ah, c'est intéressant l'expression qui est utilisée. Plus personne pour jouer les cerbères de l'Europe. Donc cerbères, vous savez, ce sont les chiens qui gardent la porte des enfers. Donc l'Europe serait évidemment, vous savez, ces méchants Européens. Alors pourquoi ils veulent venir en enfer, tous ces migrants, si c'était vraiment les méchants Européens, les cerbères, hein, c'est une expression en plus, comme si Kadhafi jouait les cerbères de l'Europe. Hein, non, il y avait un État stable qui s'appelait la Libye. Alors après, son régime, on l'appréciait pas. En tout cas, c'était un État stable et ça empêchait justement ce genre de situation. Alors aujourd'hui, on peut pas se plaindre, avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, hein, et même l'enfant qui va avec, en disant on a éliminé Kadhafi, on a atomisé la Libye, il n'y a plus d'État libyen, hein, voilà, la Libye est complètement atomisée, pour aujourd'hui dire il déferle maintenant sur l'Europe. Évidemment, puisque cet État, maintenant, la Libye, est confronté à l'anarchie la plus totale. Hein, évidemment, parce que là, on ne vous dit pas, mais il ne passe pas par le Maroc ou l'Algérie. Non, c'est par la Libye, évidemment. En pleine guerre civile, plus personne non plus pour empêcher les gens de prendre la mer. Les passeurs s'en donnent à cœur joie, et les gens prennent des risques immenses pour atteindre l'Italie. N'a pas la chance d'atteindre en vie la côte italienne. Fin 2013, c'est le naufrage de trop. Évidemment, oui, il y a beaucoup de morts, puisqu'on sait que c'est sur des embarcations souvent sommaires, hein, c'est quand même de la haute mer. On oublie aussi, au passage, de préciser des petits faits divers qui sont produits pendant la guerre en Libye, sur lesquels un des bateaux de l'OTAN n'hésitait pas à tirer sur ce genre de bateaux de réfugiés, vous voyez. Hein, ils étaient bien reçus par l'OTAN, tous ces gens-là. Après avoir non seulement atomisé la Libye, en plus on tirait sur les migrants. Mais ça, accessoirement, on ne vous le précisera pas dans ce reportage. Alors oui, il y a les morts de trop. Oui, c'est-à-dire qu'on a commencé à voir effectivement des images de gens, de cadavres, qui sont morts en essayant d'atteindre cette île de Lampedusa. 366 personnes meurent noyées. Les Italiens n'en peuvent plus de voir les cadavres s'entasser. Surtout les Italiens, ils en ont assez aussi de gérer la situation tout seuls. On va le voir, mais c'est exactement ça. Ces Italiens, ils n'en peuvent plus. C'est normal, ils sont à l'avant-garde, à l'avant-poste. Hein, ce sont eux, pas de chance, puisqu'ils sont au contact direct, évidemment, avec l'autre côté de la Méditerranée. Hein, parce que c'est plus facile d'atteindre l'Italie, vous imaginez bien, que la France, surtout quand on parle de Libye. Cette fois, il y a assez de morts pour déplacer José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne. Avec le chef du gouvernement italien, ils se font huer par la foule.
Ouais, c'est assez malin le reportage, parce qu'on dit qu'ils sont hués par la foule. On sait pas trop pourquoi ils se font huer par la foule. Hein, ils se font peut-être hués par la foule parce que les gens en ont marre. Ils se font peut-être huer aussi par la foule parce que il n'y a aucune décision qui a été prise pour contrer le flot. Enfin, vous voyez, c'est pas très clair. Donc c'est un peu, vous voyez, ça c'est l'ambiguïté totale. À cette époque, on estime qu'un migrant meurt toutes les 2 heures sur la route de l'Europe. Et l'Italie, à ce moment-là, a fait un travail extraordinaire qui a été de créer Mare Nostrum, qui a été une opération mais fantastique. Ils patrouillaient la mer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Grâce à eux, il y a des centaines de vies qui ont été sauvées. Warship 982 involved in Mare Nostrum operation. Mare Nostrum, c'est une opération de sauvetage déployée par la marine militaire italienne. Une entreprise gigantesque assumée par un seul pays. En une année, il sauve 150 000 personnes. Oui, alors l'Italie, évidemment, hein, est obligée de mettre en place des mesures pour éviter ce marasme humain, cette tragédie humaine. Hein, et pour prendre ces mesures, elle déploie donc sa marine sur les côtes pour éviter le naufrage de tous ces bateaux. À un moment donné, les Italiens se sont tournés vers l'Europe en disant on ne peut pas faire ça tout seul. Ça nous coûte 9 millions d'euros par mois, on a besoin d'aide. L'Europe a dit oui, peut-être, non. Enfin, ils ne l'ont pas fait. Ce qui fait qu'en 2014, les Italiens ont dit non, ça ne marche plus, on ne le fait plus. Oui, d'ailleurs, voilà, à l'époque, ils avaient même distribué des visas Schengen à tout le monde. Ils avaient dit, puisque vous ne voulez pas nous aider, on vous file tous des visas. Donc je peux vous dire que commencez à faire la gueule, les mecs. Quand les Italiens leur ont dit, ils avaient distribué 25 000 visas, quelque chose comme ça, je peux vous dire que tout le monde commençait à faire la gueule. Mais on peut les comprendre, hein, les pauvres Italiens, parce que c'est vrai qu'ils se retrouvent avec ce problème-là. Ils vont taper à la porte de l'Union européenne pour leur dire, désolé, on peut pas vous aider, voilà, il va falloir vous démerder tout seul. L'Italie qui traverse en plus une crise économique, donc qui est très sérieuse et très sévère. Donc ils doivent en plus assumer le coût de ces opérations, ce qui est complètement incohérent et complètement fou, effectivement. Donc on les comprend que les Italiens, à un moment donné, ils aient tapé du poing sur la table en disant vous allez vous démerder. On reproche à Mare Nostrum de faire un appel d'air, un appel de migrants et de réfugiés vers l'Europe. Sûrs d'être sauvés, ils prennent tous les risques. L'Union européenne réfléchit alors au remplacement de Mare Nostrum. Pendant que le monde a les yeux rivés sur la Méditerranée, le conflit syrien dégénère. On pensait que Bachar el-Assad allait tomber, pas du tout. Et l'État islamique gagne du terrain. Ça aussi, je trouve ça assez saisissant, cette petite image. Le conflit syrien s'accélère, qu'on vienne vraiment aux causes, aux origines. Et puis cet État islamique qui le finance, qui est derrière aussi. Ça restera aussi la grande question. Parce que qui finance ces gens-là? Qui a intérêt à renverser le régime de Bachar el-Assad, comme on nous l'explique si fortement, cet horrible dictateur que serait Bachar el-Assad, évidemment. Ancienne procureure du tribunal pénal international, Carla Del Ponte travaille aujourd'hui pour l'ONU, et plus précisément pour la commission d'enquête indépendante sur la Syrie. Vous avez vu l'image avant, c'était l'image de Bachar, en mode Reban dictateur. On pouvait pas faire mieux dans le genre dictateur arabe, j'avoue. Voilà, la Syrie is bleeding, on vous montre, et puis c'est évidemment, à cause du drapeau, vous reconnaissez que c'est forcément l'opposition, puisque cette opposition a repris le drapeau colonial, comme en Libye, ils avaient repris aussi le drapeau colonial. Si vous pensez que 20 millions de résidents dans la Syrie, plus de 10 millions, ils ont dû s'enfuir. Alors, d'abord, ils ont été dans les pays limitrophes. Maintenant, la situation de vie dans les pays limitrophes est devenue impossible. Alors, cette dame, oui, alors 20 millions d'habitants, 10 millions qui sont enfuis. Bon, déjà, je pense qu'elle exagère un peu largement. C'est plutôt 4 millions. Moi, les chiffres que j'ai été voir, c'était plutôt dans cet ordre-là. Donc, elle exagère peut-être déjà ces chiffres. Mais en tout cas, sans nous expliquer, oui, mais qui a foutu ce chaos en Syrie, quoi?
Parce que c'est trop facile, ça. À chaque fois, c'est Bachar el-Assad, évidemment. C'est lui qui devrait tout prendre sur la figure. C'est de sa faute s'il y a des immigrés syriens. Puis la question qu'on peut se poser, c'est ce conflit qui dure maintenant depuis quasiment 5 ans. C'est là, d'un coup, les Syriens, c'est cette année. Ah bah cette année, on va partir en Europe. Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Comment se fait-il tiens, mais on va aller en Europe. Alors que ça fait quand même 5 ans que ce conflit perdure. Et donc, ils essayent d'échapper à cette situation, de pouvoir survivre, et ils viennent en Europe. La plupart des réfugiés se trouvent en Turquie, au Liban et en Jordanie. Dans ces pays, les conditions de vie se sont détériorées, particulièrement en Turquie, qui accueille 2 millions de Syriens. Les Syriens n'ont pas le droit au travail dans aucun des pays avoisinant la Syrie. Après 4 ans, ça devient difficile pour un certain nombre de gens de penser à leur avenir. Alors c'est marrant, voilà, donc on nous dit que ces immigrants, voilà, ils n'ont pas le droit au travail. En revanche, s'ils viennent en Europe, là, ils ont le droit à du travail. Vous verrez, les déclarations qui vont dans ce sens-là, d'ailleurs, de M. Enders, président d'Airbus, de M. Gattaz, le président du CNPF, là, ça abonde. Venez chez nous, venez faire du dumping social. Là, vous avez toute l'idéologie dominante, encore. Alors que là-bas, on vous dit, non, ils n'ont même pas le droit de travailler. Ah bon. On voit aussi une situation de désespoir dans la communauté syrienne. Beaucoup de gens coupent les ponts avec leur pays, n'ont plus l'espoir de rentrer, c'est fini. Oui, là, à l'époque où il y a eu ce reportage, il n'y a pas encore eu l'intervention russe. Parce que semble-t-il, alors ça c'est aussi les infos qu'on a toujours, vous savez, c'est en période de guerre, toujours des infos contradictoires, mais il y a 800 000 réfugiés syriens qui ont pu revenir chez eux grâce à l'intervention russe. Ils veulent faire des choix pour eux, pour leurs enfants. Tout le monde n'a pas envie de vivre dans un camp pour le reste de sa vie. Pas d'avenir, pas de perspective et plus d'argent pour les organisations humanitaires qui s'occupent d'eux. Les pays donateurs qui financent les Nations Unies versent au compte-gouttes l'argent promis. Le programme alimentaire mondial n'apporte plus que le tiers des besoins en nourriture dans les camps. Les familles doivent vivre avec moins de 50 centimes par jour et certaines sont contraintes à mendier. Oui, une fois qu'on a provoqué le chaos, après on joue les pompiers pyromanes. C'est vrai qu'on n'a pas un rôle facile, c'est vrai, en Occident. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on part. Nos programmes sont financés à moins de 40%. Ça veut dire en termes très pratiques qu'on coupe les rations alimentaires. Ça veut dire qu'on coupe l'accès à l'éducation. Donc il y a un impact très fort sur une situation qui était déjà fragile pour ces gens-là. Quand ils n'ont plus rien à perdre, $500 pour traverser la mer Égée, c'est un risque que beaucoup sont prêts à prendre. $500 ou beaucoup plus, pour embarquer sur des canaux plastiques tout juste bons à se retourner sur la première vague. Les humanitaires ne sont pas seuls à souffrir du sous-financement. Retour en Italie. Mare Nostrum est abandonné pour être remplacé par Triton. Triton, c'est le Mare Nostrum du pauvre. Les pays de l'Union européenne ont tout juste réussi à dégager 3 millions d'euros de budget par mois, à peine le tiers de Mare Nostrum. Ouais. Ça aussi, c'est toujours étonnant, voilà. 3 millions d'euros. Par contre, vous vous rappelez qu'en 2008, pour la crise bancaire, en une journée, on en a trouvé 1700 milliards. Voilà, ça c'est toujours aussi ce qu'on s'étonne. Où est-ce qu'on trouve l'argent? Où est-ce que va l'argent? Qui décide? Parce que 1700 milliards, on les avait trouvés comme ça. Et là, visiblement, 3 millions par mois, c'est déjà beaucoup. Triton protège les côtes. Son objectif est sécuritaire, pas humanitaire. Avec Triton, il y a 15 fois plus de morts en mer. Il n'y avait pas autant de bateaux, ils ne pouvaient pas aller dans les eaux internationales, alors que c'est de là que venaient, et que viennent toujours d'ailleurs les appels à l'aide. Une nouvelle série noire va alors émouvoir l'Europe. Pendant toute une semaine, les gardes-côtes de l'opération Triton vont repêcher des centaines de cadavres. Le 19 avril, c'est l'hécatombe.
Nous pouvons raisonnablement confirmer qu'il y avait environ 800 personnes à bord du bateau. En ce début d'avril 2015, l'Italie n'en peut plus. Elle est totalement écœurée. Nous sommes l'Italie. Et en tant qu'Italiens, nous nous devons de réagir. Et nous l'avons fait depuis des mois, des années. Mais une réaction noble et généreuse quand on est tout seul, ça ne fonctionne pas. Il faut passer de la réaction à la stratégie politique. Et la stratégie politique, ça signifie que l'Europe, c'est tout le temps et pas seulement quand il faut faire le budget. Il faut obliger l'Europe à adopter une stratégie globale. Ouais, bon, il est sympa Matteo Renzi, mais faut obliger l'Europe à adopter une stratégie globale. Et c'est quoi cette stratégie que va mettre en place l'Europe? C'est de dire, eh ben vous allez vous répartir tous les immigrés partout. Voilà, ça va être ça la stratégie européenne. Hein, donc, oui, super la stratégie globale, mais je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Hein, parce que dedans, c'est toujours aussi l'avis des peuples qui n'est jamais consulté. Évidemment que les Italiens, on peut les comprendre. Hein, ils sont aux premières loges, et puis ils n'ont pas envie de voir voilà, des centaines de cadavres, on nous parle de 800 morts, de 700... Voilà, c'est évidemment que c'est horrible. Mais est-ce que les peuples européens sont d'accord pour accueillir cette masse de nouveaux flux migratoires qui vient comme ça, qui s'impose, donc qui n'est pas par le circuit légal, je rappelle. Hein, donc ce sont des clandestins qui vont demander refuge ensuite. Donc qui vont faire toute une démarche administrative, hein, pendant laquelle d'ailleurs leur décision de statut sera suspensive et ils pourront avoir certains droits jusqu'à qu'un tribunal légifère, enfin donne un arrêt vraiment sur la situation définitive de ces gens. C'est très compliqué. Donc oui, monsieur Renzi, il est sympa, mais bon. À Bruxelles, à part se lever pour la minute de silence, l'Europe des 28 peine à réagir. On doit agir vite et agir unis. Ce n'est pas juste le problème de quelques-uns, ça nous concerne tous. 1200 morts en mer, le président Juncker se la joue profil bas. Ce fut une grave erreur que d'avoir mis un terme à la mission Mare Nostrum. Elle a coûté des vies humaines. Ouais. Il propose une série de mesures, de mesurettes plus exactement, lancées comme un ballon d'essai. L'accueil de 5 à 20 000 réfugiés supplémentaires. Les demandes d'asile ont presque doublé dans l'Union. Certains députés trouvent cette décision mesquine. Oui, certains députés trouvent cette décision mesquine, mais vous allez voir qu'il existe une césure politique en Europe entre des pays qui déclarent, on va dire, qui acceptent cette doxa immigrationniste et d'autres pays qui la refusent. Donc on va se confronter à l'intérieur de l'Union européenne à deux visions qui vont s'opposer totalement. Donc ça, vous allez voir, et c'est très révélateur de ce que peut être justement l'Union européenne, qui est complètement désunie finalement. Hein, et vous allez voir que dans ses profondeurs, cette affaire de migrants va atteindre l'Union européenne, puisque l'Union européenne est quand même basée dans son fondement idéologique sur l'abolition des frontières, je le rappelle. On argumente sur 20 000 places de relocalisation, oui ou non, sur des quotas, oui ou non. Et le seul élément sur lequel les gouvernements s'accordent, c'est d'envoyer l'armée contre les passeurs. Comme si ça allait changer quelque chose. Les seules choses qui pourraient fonctionner contre les passeurs, c'est d'ouvrir légalement et de façon décente les frontières aux réfugiés. Où est-ce qu'on va s'arrêter ? À 20 000 places de relocalisation, c'est vraiment tout. Je pense qu'on a besoin d'aller bien au-delà de ça. Ah ouais, sympa cette dame. Donc elle dit, il faut ouvrir les frontières, allons-y, il faut laisser passer tout le monde, etc. Et c'est comme ça qu'on va régler le problème. On voit, vous allez voir. Ouais, après, on va voir que... Mais non, mais tout le monde n'est pas d'accord, parce que vous allez voir les problèmes que ça pose, parce que c'est facile, toujours, ces espèces de déclarations, de vœux, de bonnes intentions. Hein, on dit toujours, d'ailleurs, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est exactement ça, c'est toujours des bonnes intentions. Allez, on va ouvrir les frontières pour tous ces migrants, c'est pour régler le problème.
Mais là, ils seront plus 1 million, ils seront 2, 4, 5, 6 millions, puisqu'il n'y aura plus de frontières du tout. Donc c'est comme ça qu'à compte régler le problème. Hein, peut-être régler le problème, c'est déjà peut-être essayer de fixer les populations chez elles. C'est peut-être justement arrêter de les bombarder, arrêter d'atomiser leur pays, arrêter de s'ingérer dans leurs affaires. Et peut-être qu'ils vont rester chez eux. Pour la députée Ska Keller, c'est tout le système de l'asile qu'il faut changer. Mais une Union européenne avec 28 pays souverains, c'est une énorme machine à bouger. Je critique cette lenteur, que ça prenne autant de temps. En tant que membre des Verts, ça fait des années que nous disons sur tous les tons que notre système d'asile ne fonctionne plus, qu'il faut le réformer. On a besoin d'un programme de sauvetage, on a besoin de donner un accès légal aux réfugiés. Je ne comprends pas non plus pourquoi les pays membres ne peuvent pas voir que nous sommes en train de parler de personnes. Ce ne sont pas des menaces ou des terroristes ou je ne sais quoi. Oui, enfin ça... Elle est gentille aussi, hein, cette députée vert. Les Verts, on a dit, c'est le monde des bisounours. On va faire rentrer 1 million de personnes. Elle dit, bah oui, c'est des personnes. Ouais, on a bien compris, bien sûr, c'est des personnes. Mais il ne s'agit pas de terroristes. Ah ça, on n'en sait rien. On ne sait pas s'il n'y a pas des terroristes qui vont se mettre déjà dans... Si vous faites rentrer 1 million de personnes, hein, sans vérifier leur identité, puisque c'est allons-y, c'est porte ouverte, allons-y, madame, monsieur, vous pouvez rentrer comme vous voulez. Bah, qui va pouvoir s'infiltrer? Déjà, Daesh, ils annoncent, ils disent, ouais, on a 4000 personnes sur place en Europe déjà. Voilà. 4000. Mais avec ce système de cette dame, il serait combien? On me dit, oui, c'est pas des terroristes, il n'y a pas de terroristes, mais qu'est-ce qu'on en sait? Puisqu'on ferait rentrer des gens sans contrôler rien du tout, ni leur identité, ni rien du tout. C'est quand même extraordinaire. Donc allons-y, c'est la porte ouverte, hein, laissons passer tout le monde, et c'est la solution. Et elle pense sincèrement ce qu'elle dit, que c'est la solution, ce serait donc d'ouvrir les portes à tout vent, laisser rentrer tout le monde en Europe. C'est ça la solution de cette dame. Puis vous avez toujours... Vous avez vu les images qui passent, hein, voilà, toujours la dictature de l'émotion, vous voyez les gens sur les bateaux, vous avez les gens sur avec des gilets de sauvetage, voilà, on va vous montrer des morts, etc. Hein, c'est toujours cette dictature de l'émotion. Et comme je vous dis, si vous n'avez pas d'émotion, vous êtes un salaud. L'Europe politique se cristallise sur 2 fronts, les pro-réfugiés à l'ouest et les anti-réfugiés à l'est. Jan Olbricht, député polonais de centre-droit, explique ce relent de guerre froide. Relent de guerre froide. C'est intéressant, oui, effectivement. C'est plutôt que... Moi, je pense d'un point de vue sociologique, historique, les pays d'Europe de l'Ouest ont été convertis depuis longtemps, justement, à la doxa idéologique qui veuille imposer l'immigration aux Européens, qu'ils soient d'accord ou pas, d'ailleurs. Alors que les pays d'Europe de l'Est, nouvellement entrés dans l'Union européenne, n'ont pas encore connu ces vagues migratoires. Et donc, ils ont peut-être justement le recul nécessaire pour observer ce qui se passe en Europe de l'Ouest et les conséquences de cette politique. Mais on les prend évidemment pour des arriérés, voilà, des relents de guerre froide. Comme ça les remet à leur place. Où ils sont des communistes à l'ancienne, ils comprennent pas grand-chose. Ce sont des pays d'arriérés, entre guillemets. On vient de sortir de situation économique très très faible. On vient de sortir. Maintenant, il y a le danger qu'il y a quelqu'un qui peut venir et prendre le travail de nous, c'est-à-dire de nous pousser vers la situation. Encore une fois, il y a des situations économiques très faibles. Alors, comment dire, le peur, c'est très profond, c'est-à-dire il faut comprendre ça. Eh ben oui, parce que voilà, les jolis patrons de l'Ouest qui en appellent à ce dumping social en disant bah qu'ils viennent, comme je vous dis, il y a le président d'Airbus qui en appelle au changement de la loi pour qu'il y ait des contrats spéciaux migrants qui ne respectent pas le droit social allemand, de façon à ce qu'on puisse les embaucher sur des petites périodes, sans minimum syndical, sans minimum salarial, etc. Voilà, on a Yvan Gattaz qui dit mais qu'ils viennent, on a besoin de ces migrants qui vont organiser donc le dumping social en Europe pour faire baisser les salaires, évidemment, ça c'est ce à quoi on assiste en Europe de l'Ouest, et eux qui sont déjà moins payés, ils vont faire venir encore des migrants qui vont encore leur imposer ce dumping-là à l'Est. C'est complètement fou. Donc je trouve plutôt plein de bon sens ces pays de l'Est, et puis qui ont
disons-le bien, c'est la question qui dérange, est aussi que les pays de l'Est sont attachés à une forme d'identitarisme, parce qu'ils ont une conception de la nation, de la patrie, que nous avons complètement occultée, que nous avons enterrée. Et eux ne sont pas complètement enterrés. La Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, la République tchèque réactivent le groupe de Visegrad. Ils s'opposent à la politique d'ouverture de l'Union européenne. Viktor Orban, le Hongrois, en tête. Ah bah oui, c'est vrai, il nous est présenté comme lui aussi comme un horrible fasciste, évidemment. Il essaie de défendre les intérêts de la Hongrie. On n'a plus trop l'habitude en France d'avoir des dirigeants qui défendent nos intérêts, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit, ces pays-là, oui, n'ont pas envie de voir arriver, via des mesures imposées par l'Union européenne, des milliers de migrants qui, d'ailleurs, regardez avec ce qui s'est passé avec l'Italie, il va se passer la même chose avec ces pays. C'est-à-dire qu'on va leur dire, vous acceptez les migrants, puis vous vous démerdez. Évidemment, c'est vous qui devez les loger, les machins, les nourrir, les machins, etc. Ça reste à la charge de l'État. L'Union européenne ne va pas leur filer un copec, c'est marrant parce qu'il y a la Pologne dedans, pour évidemment que ces pays puissent s'en sortir. Parce que c'est ça l'hypocrisie totale de notre système et de nos dirigeants, encore une fois. On se définit souvent comme très tolérant. C'est très tolérant parce qu'on n'avait pas d'expérience. Alors c'est plus facile d'être tolérant si on n'a pas d'immigrants. Pour aller en Allemagne, ils doivent passer par les anciens pays du bloc de l'Est, cette fameuse route des Balkans. En majorité des Syriens poussés sur la route à cause d'une aggravation du conflit chez eux. Et on n'avait jamais vu les victimes de ce conflit. En 4 ans, les réfugiés syriens en Europe, c'était les invisibles. 250 000, c'est rien par rapport aux 4 millions de réfugiés syriens dans les pays avoisinant la Syrie. Alors, tout à l'heure, il nous a dit 10, il nous dit 4. Moi, j'étais vérifié, effectivement, on est plus proche du vrai chiffre de 4. Vous voyez, comme quoi, la petite propagande, ça passe normal. On va faire une petite pause avant de reprendre la suite du reportage, puisque vous allez voir, c'est bien croustillant aussi. Par la suite, c'est comme tout, ça monte crescendo, c'est toujours comme ça. Et puis, on va revenir dès que la petite pause elle est finie, comme d'hab. Comme ça, vous allez vous faire vos petits thés, vous aussi. Attends que je regarde un petit peu, quand même, les charmants postes. Oula, il y en a beaucoup. Tu veux pas donner ton emploi à un esclave? Exactement, c'est ça. Mais oui, je pense que c'est un grand problème, vous voyez, c'est un grand problème de société. Ah oui, le micro, pardon. Bon, de toute façon, c'est la pause, donc oui, j'ai enlevé le micro un peu trop tôt. Donc voilà, on fait la pause et on revient juste après. À vous la régie.